le veut bien, est à M. Vincent Ayena maintenant être de conférence qui, je crois, a été aussi l'un des pré-rapporteurs, donc qui connaît déjà cette thèse. Si vous le voulez bien, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président du jury. Je m'associe à ceux collègues qui m'ont précédé pour adresser mes remerciements au professeur Okonjo, qui, on le veuille ou non, a fait de nous ce que nous sommes. J'ai été l'étudiant du professeur Okonjo. J'ai été son produit. Je travaille, bien que je sois son collègue entre guillemets, bien que nous travaillons parfois ensemble, chaque fois que nous sommes ensemble, je dis que je travaille toujours sous sa direction. Comme le collègue camerounais vient de le dire, c'est vraiment un grand tempérament théorique. Très humble. Tout à l'heure, quand le collègue camerounais le couvrait d'éloges, mais il s'en étonne. À moi tout ça, c'est la remarque des grands esprits. Donc, je m'associe donc à ceux qui m'ont précédé pour le remercier pour tout ce qu'il a fait dans notre vie intellectuelle et scientifique. Je remercie M. Gervais Kissézounou qui m'a associé à cette soutenance. J'ai été pré-rapporteur, j'ai fait les remarques. Tout à l'heure, je vais revenir sur le contenu proprement dit. J'ai remarqué que le candidat a tenu compte de mes remarques. Je remercie M. Roger Mondoué, que je rencontre pour la première fois. C'est avec plaisir que je suis dans ce jury avec vous. Et je le remercie d'avoir consacré une partie de son temps matériel pour prendre part justement à cette soutenance. Ceci dit, je m'adresse au candidat. Une soutenance va de la présentation orale à la défense des idées exprimées dans la thèse. Et j'ai été très attentif à la présentation orale du candidat. Il faut l'avouer, il m'a, par sa présentation, dégonflé. Si je puisse m'exprimer ainsi, je me suis posé la question lorsque j'ai reçu la première mouture de la thèse. Je me dis, mais qu'est-ce qu'un philosophe a allé chercher, n'est-ce pas, dans ce monde complexe de l'astronomie. Et j'ai constaté à travers sa présentation orale que vraiment il a une passion pour la discipline. La preuve, c'est que dans sa présentation orale, il s'est complètement détaché des notes qu'il a rédigées pour présenter, n'est-ce pas, le travail qui montre que vraiment il a une maîtrise de ce qu'il a fait comme travail de recherche. Et de ce point de vue, je lui adresse sincèrement des remerciements. Je tiens à dire que la présentation orale qu'il a faite de son travail est beaucoup plus intelligible, n'est-ce pas, que la thèse que moi j'ai. Et les remarques que j'ai faites ici, n'est-ce pas, rejoignent sa présentation. Et c'est sa présentation orale qui m'a permis de voir le fil des idées qu'il a développées, ce qui n'est pas du tout évident justement dans le travail que j'ai lu. Alors, c'est le lieu de dire qu'il y a une différence entre un travail oral et un travail écrit. Si vous voulez, il y a une différence entre l'écrit et l'oral. Et je crois que sur le plan de l'écrit,
le candidat n'est pas très à l'aise. Pas très à l'aise parce que c'est à travers sa présentation que j'ai compris, n'est-ce pas, sa problématique. Et il a terminé, n'est-ce pas, sa présentation en disant quelle est la place, n'est-ce pas, de l'homme. L'homme doit savoir qu'il n'est pas seul dans ce monde et pour cela, il doit entretenir une relation de coopération avec les autres composantes de la nature. Ce qui n'est pas évident dans la thèse. Car dans la partie consacrée à la place de l'homme, ce qu'il a dit dans sa présentation orale n'apparaît pas totalement, n'est-ce pas, comment dire, dans le texte que j'ai lu. Alors, mais c'est le premier travail, n'est-ce pas, de recherche. Je crois qu'il aura le temps, n'est-ce pas, d'affiler sa réflexion, d'affiler sa manière d'écrire. Alors, panspermie et théorie de la pluralité des mondes, état des lieux, enjeux et attentes actuelles. Alors, moi je formule d'abord, je vais proposer cette nouvelle formulation. La panspermie, la pluralité des mondes. État des lieux, mais état ne prend pas S. État des lieux, enjeux et attentes actuelles. Ceci dit, si, comme le candidat l'a montré, la panspermie est la théorie qui affirme que la vie sur Terre provient des gemmes venus d'ailleurs, alors il est raisonnable de penser la panspermie en rapport avec la théorie de la pluralité des mondes, comme le candidat, n'est-ce pas, l'a fait. Car la vie sur Terre est-elle une vie endogène? Et cette vie-là procède d'une cause interne à notre planète, ou bien est-ce que cette vie vient d'ailleurs? Alors, si cette vie, n'est-ce pas, vient d'ailleurs, il y a nécessité d'admettre qu'il existe des mondes autres que le nôtre. Et c'est pourquoi le candidat a mis en rapport la problématique de la panspermie, n'est-ce pas, et la théorie de la pluralité des mondes. De là, la préoccupation critique de la thèse qui consiste à savoir d'où vient la vie terrestre. Y a-t-il une vie autre que la vie terrestre? Celle-ci serait ensemencée par des gènes, serait-elle ensemencée par des gènes venus d'autres planètes, ou bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-elle une vie endogène déterminée par une cause interne à notre planète? Toutes ces questions concourent à déterminer fondamentalement, comme je vais le montrer dans la suite de mon intervention, à déterminer la place, n'est-ce pas, comment dire, de l'homme. L'intérêt philosophique de l'examen critique de la panspermie en rapport avec la théorie de la pluralité des mondes est déterminé par la place de l'homme dans l'univers, comme le candidat l'a montré à la page 261 de la thèse. Alors, soit pour conforter la place centrale de l'être humain dans le monde, considéré comme la seule entité possédant une antériorité. Si nous disons que la vie sur Terre est une vie endogène, donc qui ne vient pas d'ailleurs, ça conforte donc la place centrale de l'homme dans l'univers et ça conforte, n'est-ce pas, l'anthropocentrisme moral qui fait de l'homme la seule entité possédant une antériorité, c'est-à-dire la seule entité capable de rationalité, de moralité et de conscience de soi. Alors, cela va conforter le narcissisme qui caractérise l'être humain. Mais, si on admet ce que la thèse a eu pour mal à montrer, si on admet qu'il existe d'autres planètes, donc d'autres vies, alors on serait décentré. Et il a montré à travers la physique, la révolution de la physique copernicienne, qui a remis totalement en cause le géocentrisme. Et par le décentrement, n'est-ce pas, de la planète, alors Copernic
a porté, n'est-ce pas, un coup sévère au narcissisme humain. Pour montrer cela, le postulat est parti de la préoccupation des philosophes antiques pour montrer, n'est-ce pas, la place. Quelle est la place de l'homme dans l'univers? La thèse est partie de la préoccupation des philosophes antiques qui se sont employés à déterminer le principe fondamental de procès de l'univers. Le principe premier. À partir de la page 86 de la thèse, pour élucider la théorie de la pluralité des mondes et celle de la panspermie. Ensuite, il s'est appuyé sur les recherches scientifiques, sur des recherches scientifiques modernes, pour montrer le fondement chimique de la vie à partir de la découverte de l'ADN et l'existence d'autres planètes à partir de la page 192 de la thèse. Quelques résultats, n'est-ce pas, de cette recherche de la vie hors de notre planète à la page 212 par exemple. La page 212. Alors, après avoir examiné la planète Mars, ce sont les conclusions qui m'intéressent. À la page 212, le postulat est écrit. On peut donc dire qu'à ses débuts, la température martienne était favorable à la vie et qu'une vie, tout au moins élémentaire, a pu émerger. Si c'est le cas, pourquoi nous ne voyons pas cette vie? Le doute. À la page 215, on peut lire ceci. Après avoir exploré la piste de Vénus comme autre planète, le candidat écrit, apparemment, à la page 215, apparemment, il n'existe aucune chance de trouver un jour la vie sur Vénus. Mais peut-être que la vie aurait emprunté sur cette planète des voies physico-chimiques aujourd'hui inconnues. Vénus est très différente de la Terre. Si nous voulons trouver de la vie sur Vénus, il faudra rechercher non pas la vie telle que nous la connaissons, mais une autre vie très simplement très différente. Je continue. À la page 221. On peut lire ceci également. Est-il imaginable de trouver des êtres vivants à telle profondeur et sans lumière que rien ne nous empêche de l'envisager, d'autant plus que les recherches océanographiques terrestres nous ont montré que des organismes peuvent s'adapter à une profondeur glaciaire qui serait celle d'Europe sans utiliser la lumière solaire et en utilisant l'énergie des sources chaudes. Et puis, à la page 261 finalement, la grande conclusion à laquelle est parvenu le candidat, il dit ceci. Cette thèse, le chapitre 3, il dit, je vais lire la phrase intégralement, compte tenu de l'incertitude dans laquelle la science de la recherche de la vie terrestre, extraterrestre se trouve quant à la découverte de cette vie, cette thèse, partant de la vie dans notre univers, est tributaire de celle d'autres planètes. N'a pu prouver que la vie dans notre univers est tributaire de celle d'autres planètes. Néanmoins, elle a su analyser toutes ces incertitudes dans le but de s'interroger à présent sur la place de l'homme dans l'univers.
Alors, vous êtes allé sur le terrain scientifique. Tout à l'heure, je vais revenir sur la méthodologie que vous avez adoptée. Vous êtes parti, n'est-ce pas, des philosophes présocratiques qui se sont intéressés au problème, n'est-ce pas, de l'apparition de la vie sur la terre en partant, n'est-ce pas, du principe premier dont tout découvert. Et puis, les partis pris varient d'un philosophe à un autre. Vous avez parlé des 4 éléments fondamentaux. Selon certains, c'est l'air, d'autres, c'est le feu, etc., etc. Mais, étant donné que nous sommes sur le plan scientifique, on peut considérer ces réflexions comme des réflexions plus ou moins métaphysiques à la mesure où elles ne sont corroborées par aucune preuve scientifique. Mais vous ne vous êtes pas arrêté justement à ces spéculations métaphysiques. Vous êtes venu, n'est-ce pas, comment dirais-je, aux sciences modernes. Et qu'est-ce que les sciences modernes nous ont montré finalement? Elles n'ont pas réussi à tester, n'est-ce pas, véritablement une vie extraterrestre. C'est une supposition, du moins c'est ce que vous avez écrit ici. Alors, mais si c'est le cas, ça doit conforter, ça conforte, n'est-ce pas, la position, n'est-ce pas, comment dirais, de l'homme dans l'univers comme le seul être digne de considération et digne de valeur en soi. Et c'est justement ce sur quoi j'ai attiré votre attention. Tout le développement que vous avez fait avant le chapitre 3, de mon point de vue, sont des informations scientifiques, des informations historiques, des informations philosophiques qui vont vous conduire à l'intérêt fondamental, n'est-ce pas, de la Terre, qui est la place, n'est-ce pas, de l'homme dans l'univers. Mais si l'existence d'autres planètes est prouvée, mais que les recherches n'ont pas pu démontrer véritablement, n'est-ce pas, comment dirais-je, une vie digne de ce nom, et vous-même, vous avez pris la précaution, dans votre clarification conceptuelle, dans votre clarification terminologique, de définir l'origine, de définir la civilisation, de définir l'intelligence, pour montrer que si effectivement il y a une vie extraterrestre, alors pour être considérée vraiment comme vie, cette vie doit manifester une certaine intelligence, doit être portée, n'est-ce pas, comment dire, par une civilisation. Et les recherches effectuées n'ont pas pu mettre, comment dirais-je, n'ont pas pu nous donner une connaissance d'une telle. Finalement, vous voyez que ça conforte l'homme dans sa position. Et contrairement à ce que vous avez dit, si nous partons, n'est-ce pas, de ces données, on ne peut pas dire que l'homme est appelé à une vie, n'est-ce pas, de coopération avec les autres composantes de la nature. Au contraire, ça conforte, n'est-ce pas, l'anthropocentrisme moral dont j'ai parlé tout à l'heure, qui fait que l'homme, comment dirais-je, donc sentence en considérant que tout doit être défini par lui et qu'il est la mesure de toute chose. Et je crois que c'est cette rigueur qui a manqué, n'est-ce pas, pour matériel de travail. Parce que l'analyse que vous devez faire à partir des résultats scientifiques que vous avez eus, n'est-ce pas, ne peut pas vous permettre de parvenir à cette conclusion qui consiste à dire que l'homme va coopérer. Cependant, vous aurez pu montrer que même si on n'arrive pas à déterminer, n'est-ce pas, une vie digne de ce nom sur les autres planètes, est-ce que les autres astres, n'est-ce pas, ne nous déterminent pas? Car, je vous apprends bien, les astres, quand on parle des déterminismes extérieurs, les astres ont une certaine influence sur nous. Les astres, n'est-ce pas, nous inclinent, mais ne nous déterminent pas. Si vous utilisez ce volet, vous pouvez dire, mais étant donné que les astres, même si nous n'arrivons pas à prouver, n'est-ce pas, s'ils portent une vie, ont une influence sur nous, vraiment intérêt, n'est-ce pas, à coopérer avec l'ensemble, n'est-ce pas, comment dire, des composantes de l'univers. Vous voyez nos préoccupations. Et quand on prend le chapitre 3, qui est le chapitre
qui m'a intéressé parce que c'est dans ce chapitre que vous avez pris en compte, n'est-ce pas, mes observations. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que dans la première partie, tous les chapitres ont été déclinés en sous-chapitres. Mais on constate que le chapitre 3, qui est un chapitre fondamental, n'a même pas été décliné en sous-chapitre. Chapitre 3, et puis vous l'avez décliné. Vous avez tout simplement rédigé. Tout simplement parce que vous êtes à court d'arguments. Je vais donner quelques exemples. Ce n'est pas facile. Mais vous avez une maîtrise du sujet compte tenu de la présentation orale. Ce n'est pas facile. Vous dites par exemple, je prends, n'est-ce pas, comment dirais-je, quelques phrases au hasard. À la page 262. Et on peut lire ceci. Alors, la question que l'on est en train de se poser est de savoir si l'homme a vraiment envie de trouver d'autres vies. Vous voyez, et vous êtes en plein, n'est-ce pas, dans la problématique de la place dans l'univers. Vous voyez que cette question que vous avez posée n'est pas une question essentielle. Et vous écrivez encore ceci. Si l'astronomie est née, c'est dans le souci des hommes de se situer dans l'univers et dans leur effort pour répondre à la question « Qui sommes-nous » Voilà. Le dernier paragraphe de la page 264. Après l'astronomie copernicienne, Newton achèvera la révolution copernicienne par la loi de l'attraction universelle qui décrit la nouvelle organisation et le fonctionnement de son nouvel univers. De plus, en découvrant le principe de l'inertie, il met un terme définitif à la physique aristotélicienne. Tout ça, ça a quel rapport avec la problématique de la place de l'homme dans l'univers. Vous voyez? Et la suite, n'est-ce pas, de ce développement montre que vous n'êtes pas collé, n'est-ce pas, comment dirais-je, à la préoccupation, à votre préoccupation dans le chapitre 3. Voilà. Quand on prend la page 272, j'ai souligné ceci également. La question de la place de l'être humain, vers la fin là, la question de la place de l'être humain dans l'univers ne peut se poser sans celle de la connaissance que l'être humain aura de lui-même, car c'est la connaissance que l'on a de soi qui détermine la valeur de ce terme. Oui. Quel rapport avec la place de l'homme dans l'univers? Pourquoi je vous ai forcé, n'est-ce pas, comment dirais-je, à cette problématique? Et dans votre présentation orale, vous l'avez bien montré, et dans le développement, vous êtes passé totalement. Et moi, ma préoccupation, alors, est-ce que c'est un travail d'épistémologie? Ou bien, est-ce que c'est un travail qui est à mi-chemin, n'est-ce pas, comment dirais-je, sur l'épistémologie, la morale, etc. Parce que finalement, la préoccupation finale qui consiste à déterminer la place, n'est-ce pas, de l'homme, nous amène, n'est-ce pas, à un problème finalement moral. Est-ce que l'homme est la fin de la créature comme le pense Aristote? Est-ce que c'est la mesure de toute chose comme le pense, n'est-ce pas, comment dirais-je, Protagoras? Il aurait fallu attaquer ces problèmes-là et les résoudre à partir justement des conclusions auxquelles vous êtes parvenus et des conclusions qui ont débouché sur les incertitudes. Alors, ceci dit, j'ai été quand même surpris, et monsieur, comment dirais-je, montré là tout à l'heure, ce qui m'a posé problème, c'est la problématique qui est la vôtre. Allons à la page 9 de la thèse. La page 9 de la thèse. C'est maladroit de commencer une introduction par des questions.
vous allez commencer brutalement votre introduction par des questions. Et pratiquement à chaque page, on voit des questions qui constituent, n'est-ce pas, des préoccupations. Et comme l'a dit, n'est-ce pas, comment dirais-je, vos collègues Mangoué, on ne voit pas la question qui constitue votre préoccupation fondamentale. Et moi, je vous pose la question, quelle est votre problématique au fait sur le logement? Deuxième chose, à la page 10 de votre thèse, je ne sais plus. Vous avez dit quelque part, est-ce que c'est la page? Voilà, c'est la page 20. Excusez-moi, c'est la page 20. Avant ça, à la page 19, vous dites la pensée thermique peut-elle apporter une réponse autre que philosophique au problème de l'origine de la vie dans l'univers? Vous voyez comment vous posez cette question? Vous savez que le problème de la pensée thermique est un problème transversal. Cela peut être apporté par l'astronomie, par la biologie, n'est-ce pas? Et vous dites, la pensée thermique peut-elle apporter une réponse autre que philosophique? Non, c'est vous qui allez apporter une réponse philosophique, n'est-ce pas, à la question, parce que votre préoccupation se situe dans une perspective philosophique. Donc vous ne pouvez pas dire du coup que la pensée thermique ne peut apporter qu'une réponse philosophique. Non. Et c'est aussi une question à laquelle cette thèse va s'attacher à trouver une réponse. Et vous dites à la page 20, comme indiqué dans ma problématique, et j'ai mis finalement, quelle est cette problématique? Et je retourne à la page 19, je dis, mais la problématique consistait dans cette phrase, dans cette question, la pensée thermique peut-elle apporter une réponse autre que philosophique au problème de l'origine de la vie dans l'univers? Mais si c'est ça votre problématique, ça n'a pas de rapport avec, n'est-ce pas, comment dirais-je, le niveau de votre sujet. Il faudra revoir, n'est-ce pas, comment dirais-je la chose. D'accord? Je n'ai pas de questions. Je n'ai pas de questions à vous poser. D'accord. Mais c'est sur quoi je voudrais attirer votre attention. Vous avez beaucoup de connaissances en la matière, mais quand vous écrivez, vous manquez, n'est-ce pas, comment dirais-je, de rigueur dans votre raisonnement. Parfois, vous passez, n'est-ce pas, comment dirais-je, des parties pris des philosophes antiques aux sciences modernes, et vous revenez encore sur les penseurs antiques. Non, il faut évoluer. Il faut évoluer. À partir du moment où vous avez abordé la problématique du point de vue, n'est-ce pas, des sciences modernes, cela veut dire que les parties pris des philosophes antiques est dépassé pour la simple raison qu'à leur temps, la science n'était pas aussi développée. Et on voit, n'est-ce pas, après, si vous voulez, on va se voir, j'ai plié des pages où je vois, j'ai mis, mais vous n'avancez pas, vous l'écrivez. Mais dans un travail de recherche, il faut avancer. Il faut avancer. Donc, monsieur le président, je n'ai pas de questions à poser. Et vraiment, comme je l'ai dit, quand vous écrivez, vous n'êtes pas à l'aise. Moi, j'ai relevé assez de construction syntaxique. J'allais prendre, n'est-ce pas, ma thèse pour, n'est-ce pas, comment dirais-je, voir ces constructions-là. Et, comment dirais-je, voir à nouveau, n'est-ce pas, comment il faut les remettre en place. Je vous souhaite beaucoup de courage. Vous avez de la passion pour l'astronomie. Votre présentation orale l'a montré. Mais, quand il s'agit, n'est-ce pas, de rendre compte scientifiquement de la chose, le problème se pose quand, n'est-ce pas, comment dire, la formulation des idées et, n'est-ce pas, l'argumentation. Je vous remercie, monsieur le président. Merci infiniment. Nous allons donner la parole au candidat pour réagir et au besoin répondre aux trois interventions
nous venons dans le monde. Ensuite, nous prendrons une pause de 5 à 10 minutes et nous reviendrons en salle pour continuer la soutenance. Alors, Monsieur Olou, qui ne se prénomme plus Cyril, vous avez la parole. Merci également à M. Mandoui pour vos remarques que je trouve très pertinentes. Donc, vous avez parlé de Hubert Reeves. Effectivement, en fait, j'ai beaucoup échangé avec Hubert Reeves. Il devrait diriger ma thèse mais il m'a dit qu'il était très âgé. Donc, il m'a juste conseillé à propos. Effectivement, au niveau de la problématique m'a posé problème. La problématique, effectivement, m'a posé problème parce qu'il s'agit d'une thèse dans un domaine philosophie et exobiologie. Donc, l'exobiologie étant une science interdisciplinaire, en fait, j'ai voulu trouver une problématique interdisciplinaire. Donc, je voulais trouver une problématique, en fait, j'ai voulu trouver une problématique qui serait conforme à la nature même de la discipline. Donc, effectivement, j'ai été à des moments donnés perdu. Donc, j'ai été effectivement à des moments donnés perdu. Donc, ma problématique, je voulais une problématique qui était à la fois philosophique, scientifique et historique, puisque là, je n'ai pas eu de travaux en fait qui ont fait en philosophie et exobiologie. Donc, je n'avais pas un repère en fait, en réalité. Je n'avais pas un repère. Mais cette problématique n'est pas claire. Il s'agit d'une suite de questions une suite de questions logiques, mais je pense qu'il va falloir que j'améliore cette problématique. Parce que j'améliore cette problématique pour qu'elle soit beaucoup plus fluide et abordable pour celui qui lit. Effectivement, vous avez raison à ce niveau, au niveau de la problématique. Donc, concernant qu'est-ce qui m'a mené à faire recherche? Moi, j'ai toujours été passionné par tout, donc par les sciences, par comprendre le fonctionnement de l'univers. Donc, c'est une passion tout simplement. Et qui a été réellement à l'origine de cette passion, c'est M. Attignon. C'est M. Attignon qui m'a donné cette passion de la recherche scientifique, peu importe le domaine. Peu importe le domaine, car nos ancêtres ont toujours considéré que la science, ils nommaient la science Reiknetière. Reiknetière, c'est la connaissance totale. Ce sont les Grecs qui ont dissocié les différentes branches de la connaissance, en réalité, et la science moderne. Sinon, c'est ce mot Reiknetière en fait, que les Grecs nomment science sacrée. En réalité, mais il y a un mot que nos ancêtres utilisaient pour désigner cette connaissance. Donc, il faut, je considère la science comme un ensemble. Et cet ensemble, je le perçois comme une complémentarité. Je pense qu'un chimiste peut apporter beaucoup à un mathématicien. Un mathématicien peut apporter beaucoup à un historien. Donc, personne n'est le maître de la connaissance. Nous sommes tous là pour apprendre, même si la personne a 10 ans, il peut nous apprendre beaucoup de choses. Donc,
Donc c'est une passion avant tout. C'est une passion avant tout. Et pourquoi n'ai-je pas parlé beaucoup des Dogons? En fait, j'ai beaucoup lu effectivement chez les Dogons, j'ai parlé de nos ancêtres, les anciens égyptiens. Effectivement, j'ai beaucoup lu sur les Dogons. Mais en réalité, j'aurais dû le faire. En fait, je pense que dans la correction, je vais en parler un peu plus. Je vais en parler un peu plus, car la cosmologie des Dogons est assez proche de celle des anciens égyptiens. Et je le suis. Quel est mon courant de pensée? Mon courant de pensée, c'est évidemment celle de mes ancêtres, celui de mes ancêtres. Donc, autrement dit, la cosmologie du nous. Donc, je ne suis ni évolutionniste ni créationniste. Pourquoi? Parce que quand on parle de créationnisme, on dit que le verbe, par exemple, c'est chair, mais ce processus-là n'est pas scientifique. Pourquoi? Parce que avant que l'être ne puisse apparaître, en fait, il faut planifier. Il y a une planification de ce qui va naître. Il doit y avoir une planification. On ne peut pas construire une maison sans avoir planifié. Il faut un plan. Il faut un plan. Donc, après cette planification, il faut une identité. Un être qui n'a pas... Je donne un exemple, si un chien entre dans cette salle, on saura tous que c'est un chien. Mais un animal inconnu, on va fuir. On va dire, mais qu'est-ce que c'est? Non, il faut donner un nom. Il faut donner un nom à la chose. Donc, il y a une identification. Donc, c'est ce qu'on appelle la parole créatrice. Nos ancêtres parlent de la parole créatrice. Les Occidentaux reprendront et disons le verbe. Mais en réalité, nous, on parle de la parole créatrice. Donc, mais il ne suffit pas de donner le nom. Il faut l'incarnation, la matérialisation. Donc planification, identification et matérialisation, incarnation de l'être. Donc c'est un processus scientifique qui est confirmé aujourd'hui par la cosmologie moderne. Nos ancêtres parlaient du Noun. Le Noun, cette énergie en fait qui est primordiale, qui est à l'origine, qui n'a ni commencement ni fin, et qui est parfaitement similaire à l'énergie noire démontrée par Gamov et Niels Bohr. Donc on sait aujourd'hui que avant le Big Bang, il y avait quelque chose, il y avait une énergie. On parle d'énergie noire, mais on n'arrive pas à comprendre cette forme d'énergie dite noire. D'où ce mot qu'utilisaient certains philosophes de la vallée du Nil comme Enlil, qui est le plus grand architecte de l'histoire, qui a bâti la pyramide de Khufu. Donc c'est le monument le plus perfectionné de la planète jusqu'aujourd'hui. Donc d'après Enlil, donc le Noun en fait, d'après ces philosophes, donc le Noun c'est une énergie en fait, qu'ils ont nommé Imana. Imana, ça veut dire ce qu'on ne voit pas, l'invisible. Donc c'était un principe scientifique, mais qui sera dogmatisé par le christianisme plus tard. Donc c'est ce mot Imana qui a donné Amon, Amen. Donc Imana c'est en langue médounétaire. Les médounétaires c'est la langue, c'est la parole de Dieu. Donc la parole en réalité de cette énergie. Le néther c'est l'énergie. Donc les anciens Grecs parleront d'hiéroglyphes, donc gravure sacrée. Donc parole de Dieu, ce qui implique donc que nos ancêtres n'étaient pas polythéistes, ils étaient monothéistes, puisque leur langue c'est médounétaire. Donc ils ont témoigné même de leur spiritualité, de leur science à travers leurs écrits. Donc on peut donner l'exemple du papyrus Diamessou, qui date de moins 1650 avant notre ère. Donc dans lequel il est clairement écrit que au commencement était l'énergie. Donc Lavoisier reprendra bien évidemment au commencement était l'énergie, rien de super, rien de secret, tout se transforme. D'ailleurs, ils vont tout reprendre. Thalès lui-même n'a jamais écrit. Vous allez dans une bibliothèque, vous le trouvez. Il n'y a pas d'écrit de Thalès. Il n'y a pas d'écrit de Pythagore. Ce sont des légendes qui sont enseignées dans nos écoles. Il n'y a pas d'écrit, ce sont des légendes. Donc,
On n'a pas d'ouvrage de Pythagore ni de Thalès. Par contre, nous avons des ouvrages de nos mathématiciens comme Yamefu, qu'on peut retrouver au British Museum à Londres, dans lequel on a le théorème dit de Thalès. Le théorème dit de Thalès au problème numéro 53. Donc on a l'aire, la formule pour calculer l'aire d'un triangle. Au problème numéro 51, base fois hauteur sur 2. On a l'aire pour calculer la formule pour calculer l'aire d'un trapèze. Grande base plus petite base fois hauteur sur 2. On a là, dans le papyrus de Moscou par exemple, donc c'était de l'abstraction, ce n'était pas de l'empirisme. Nous avons la formule dans le problème numéro 14 du papyrus de Moscou. La formule pour calculer l'aire en fait d'une pyramide d'une pyramide tronquée. Donc un tiers de la hauteur, facteur de A au carré plus AB plus B au carré. C'est clairement inscrit dans ces papyrus. Le problème numéro 9, c'est la formule pour calculer l'aire d'une demi-sphère de pi r au carré. Donc dans le papyrus de Kaoum, on a la formule pour calculer l'aire d'une sphère en fait, d'une sphère dans 4 pi r au carré. Donc il y a tous ces éléments, là qui montrent en fait qu'il y avait une cosmologie qui est véritablement scientifique qu'on développait en fait, et que les Grecs ont déformé. Platon lui-même dans le Phèdre ne parle que de l'Égypte. Donc on ne peut pas imaginer des savants chinois. C'est donc quelle épistémologie? Vous dites? C'est donc quelle épistémologie positiviste? C'est une épistémologie mécaniste, une épistémologie vitaliste, finaliste? Non, c'est un cycle. C'est un cycle. Oui, mais quel courant? Vous êtes vous expliquer dans un courant. Vous allez développer plus tard. D'accord, c'est le courant, c'est la cosmologie du Noun. C'est donc quoi, le vitalisme? Non, ce n'est pas le vitalisme. Ce n'est pas le vitalisme. Il n'y a pas le mot, parce que traduire, il y a l'idée divers que traduire, c'est trahir. Donc, parler de vitalisme ou même d'animisme, parce que l'animisme, c'est un mot latin, anima, en fait, c'est un mot latin. Nos ancêtres n'ont jamais parlé d'âme. Ces philosophes africains de l'Antiquité n'ont jamais parlé d'âme, ils ont parlé d'énergie. Ils ont parlé d'énergie. Le soleil n'est pas le principe. Il y a une énergie qui rend possible, qui se manifeste à travers l'astre, à travers cet astre. Donc, c'est de l'énergie, c'est une cosmologie de l'énergie. Le mot énergie est le plus adapté. Ce n'est pas du vitalisme, pas du tout. Les Dogons parleront d'énergie spiralée. Les Dogons parleront d'énergie spiralée. Donc, on ne peut pas parler d'animisme ni de vitalisme. Ce sont des mots occidentaux qui ne peuvent pas traduire cette philosophie, qui ne peuvent pas traduire réellement. Bon, cherchez donc. Moi, je vous suggère l'énergétisme. L'énergétisme, effectivement. Bien. Bon, la séance reprend. Nous allons écouter la note de monsieur Merci, Monsieur le Président. Le professeur Yaouya Kako est directeur du laboratoire d'histoire, philosophie et sociologie des sciences et technologies.
Il est le responsable de la formation doctorale au département de philosophie à l'OME, Togo. Je donne lecture de son avis. Le thème qui a fait l'objet du travail présenté par M. Doji Olu m'a paru intéressant. Par le sous-titre, on comprend que M. Olu promet d'explorer les origines scientifiques, les idées philosophiques dans leur évolution, de ce qui fait l'objet de la thèse, pense permis et théorie de la pluralité des mondes. Le thème dont le projet est celui d'un travail d'histoire des sciences est en soi prometteur. La documentation indiquée dans la bibliographie et les réponses aux questionnaires des chercheurs actuels en exo-astrobiologie sont intéressantes. Elles pourraient permettre donc aux doctorants de proposer une thèse de bonne facture. À partir de la deuxième partie, on note que l'impétrant est dans son sujet, celui de l'évolution des idées scientifiques et philosophiques relatives à la pense permis et à la théorie de la pluralité du monde. À propos de cette thèse, j'avais fait dans le pré-rapport des observations très détaillées concernant les difficultés relatives à l'organisation de la rédaction, problème d'écriture scientifique. J'avais alors émis des réserves sur l'ouvrage. La prise en compte des observations a contribué à améliorer la thèse. Je suis d'avis que la thèse soit acceptée. Fait à l'ONU le 16 octobre 2020. M. Yaouli Akabo, membre du jury. On passe maintenant au chers collègues. Le professeur Koné Cyril Gaëtan Brahima est professeur titulaire à l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. En termes de compétences, il couvre les domaines de l'histoire de la philosophie pratique, la comparaison des cultures, le management des conflits et l'éthique de la recherche en santé. Il est chevalier de l'ordre des palmes académiques par le président du FASO, le décret 2010. Il parle, écrit et lit le français, l'anglais, l'allemand, le turca, le bambara, et il est initié au grec ancien et au back-office. Alors, son avis, qui cette fois-ci est un peu long, voici. Le prof Cyril Koné salue la venue en soutenance de la thèse de doctorat unique de philosophie présentée par M. Olu Doji, ainsi que la présence d'un jury approprié à la pluralité d'aspects de ce travail, lequel s'étant inscrit centralement dans l'histoire de la philosophie et la philosophie des sciences. Le travail essaie de tenir compte du fait que divers problèmes qu'on peut qualifier de scientifiques débordent le champ philosophique pour irriguer la discussion sociopolitique et religieuse et font l'objet de réflexions, voire d'initiatives en de nombreux lieux. La thèse présentée possède au moins deux dimensions qu'il convient d'apprécier toutes deux. Pour commencer, elle relève qu'on n'a pas de tout temps mis en rapport semence de vie cosmique, panspermie, et pluralité des mondes. En effet, selon le candidat, c'est récemment que chercheurs et penseurs ont relié les deux notions fondamentales, panspermie et pluralité des mondes.
La mise en relation de ces expressions induit une idée spécifique. À suivre Adolf Borkmann, zoologiste et biologiste suisse, auteur d'ouvrages profonds comme Das Tier, je ne suis pas japonisant, als soziales Wesen, la forme animale, Paris, 61. Biologie und Geist, celle de la vie comme apparition dans un extérieur de quelque chose d'interne. La thèse, malheureusement, passe sous silence la recherche sur la problématique de la vie. Elle manque de questionner la signification de la vie, permettant de cerner les différentes modalités. Toutefois, le travail montre surtout que la vie sur Terre ou sur les autres planètes n'est pas d'origine endogène mais cosmique. Le candidat déploie en particulier la réflexion sur ces liens, mais la réflexion n'a malheureusement pas un angle d'attaque original qui tient ensemble les différentes parties du travail. À notre sens, l'éclairage de la thèse devrait conduire à analyser le type stoïcien, ce que Djibril semble dans l'heure de philosopher la nuit et le jour. Première méditation théologique, Presse universitaire de Dakar 2017, appelle le quelque chose en lui-même. En effet, aucun quelque chose n'a un statut particulier. L'homme, Dieu même, qu'il existe ou non, n'a pas de statut particulier. Tout type ne fait que prendre place parmi les types et simples qualités de type. En simple qualité de type. Il n'y a pas de hiérarchie parmi les types. Un type est égal à un type. C'est pourquoi, en un sens, il n'y a que des types à penser. La réflexion du candidat relève de la philosophie, mais elle brouille en même temps maladroitement ce qu'est la philosophie. Certes, tout ce que le philosophe touche devient ipso facto philosophique. Il n'empêche que je me demande quelle est la part perceptible de la philosophie dans ce travail. En outre, l'intrusion d'informations de seconde main comme celles extraites des documentaires de la chaîne TV France 5 ou les références à des sites web non contrôlés qui publient et diffusent des informations erronées qu'un travail scientifique du type de la thèse ne doit en aucun cas relayer. C'est dire que le candidat manque souvent étonnamment de matière d'information fiable et contrôlée, d'où les tentatives de remplissage du document à travers la pratique maladroite des citations en cascade qui ne s'imposent pas et qu'on n'explique pas non plus. La thèse omet aussi d'envisager la pense permis comme une hypothèse parmi d'autres visant à comprendre le lieu où et le moment quand de l'origine ainsi que le développement du vivant. On le sait, Louis Pasteur dans ses recherches conteste l'idée de la vie comme génération spontanée parce qu'elle se transmet d'un vivant à un autre. Charles Darwin montre dans sa théorie de l'évolution qu'il y a une origine unique de la vie. En effet, on sait de nos jours qu'il y a une origine de l'univers et donc que la vie en a nécessairement. Dans ces conditions, quel est l'intérêt de la recherche du candidat? Pourquoi la vie serait-elle née ailleurs que sur Terre avant d'y être transportée? La pense permis n'a pas véritablement une valeur scientifique. En effet, elle n'aide pas à répondre nettement par oui ou par non à la question: la vie sur Terre résulte-t-elle du transport d'un être vivant dans l'espace? Pour l'heure, la pense permis ne semble pas répondre vraiment à l'origine de la vie, car elle la repousse et elle ne donne pas d'explication scientifique sur l'origine des semences de vie. Comment alors ignorer la théorie de l'évolution chimique qui suppose que la vie est apparue sur Terre à la suite d'une chimie prébiotique, source de la complexification progressive de la matière carbonée vers des systèmes autoréplicatifs?
La question même de la panspermie n'est pas intéressante à étudier si c'est pour occulter les problèmes posés. L'enquête sur l'origine de la vie est-elle un prétexte pour penser la vie dans la mort et la mort dans la vie? Pourquoi la thèse sépare-t-elle la question de la vie de celle de la mort? La question de l'origine de la vie est-elle recherche d'un sens au monde? Mais le destin du monde, de la vie, ne se passe-t-il pas de tout sens? Quelle importance y a-t-il que la vie apparaisse sur Terre ou sur Mars? Ces questions d'importance sont pensées par le travail, ce qui nuit à sa qualité. La deuxième dimension de la thèse se situe dans l'intérêt accordé à la question de la place de l'homme dans l'univers à une période de déséquilibre croissant des rapports entre l'être humain et la nature. Cette dimension est de loin plus intéressante que la première. Mais le candidat ici aussi n'a pas su régler le problème de l'articulation des parties du travail. La question centrale de la place de l'homme dans l'univers, induite par le sujet, est traitée tardivement, à la fin de la thèse, page 261, et elle s'achève à la page 285. Selon le candidat, la panspermie remet en cause la conception selon laquelle l'homme est au centre de l'univers. Elle lui dénie la toute-puissance qui le caractérise dans certaines philosophies. À suivre la panspermie, l'être humain apparaît comme un élément parmi les autres. Il n'est pas maître de l'univers. Là encore, on situe mal l'originalité de l'intérêt de l'étude de la panspermie dans la mesure où, dès l'Antiquité, les stoïciens, Ptolémée et bien d'autres penseurs avaient déjà renvoyé l'homme à la périphérie de l'univers avant que Copernic ne montre qu'il est absurde de le placer au centre de l'univers, car il n'y en a pas. En effet, comme montrer le dit quelque chose, c'est aussi bien moi-même qu'autre chose ou tout autre que moi. N'importe quoi peut être dit-il, puisque le quelque chose est ce qui est là. Et ce qui n'est pas là, il est visible et invisible. Comme le dit Djibril Samb, le quelque chose est quelque chose et rien à la fois. Au total, le cap fixé par le candidat est atteint difficilement. Mais outre le non-respect des règles de dactylographie et la non-maîtrise de l'outil informatique, les maladresses de style, l'orientation discutable du travail et les développements imprécis basés sur des digressions comme dans les deux premiers chapitres du travail nuisent à la qualité de la thèse. Pour toutes ces raisons, je juge la thèse recevable et la mention est réservée au jury. Je répète, pour toutes ces raisons, je juge la thèse recevable. Il a proposé sa mention. Ça n'engage que lui, parce que le décidera en présentiel. Voilà. Donc, signé, professeur Koné, pour les deux interventions. Très bien. De toute façon, dire que dans la délibération, je ne sais pas si le directeur de thèse a pris ses dispositions, mais le téléphone permet de faire participer ces deux membres du jury absents à la délibération avec WhatsApp. Ça ne coûte pas grand-chose. Je vais maintenant me donner la parole à moi. Monsieur Bougou, ex-Cyril,
vous avez du souffle. Vous abordez un grand problème. Le problème, disons, de l'origine de la vie. C'est un grand problème qui n'a pas seulement une connotation scientifique, qui n'a pas seulement une connotation qu'on pourrait dire philosophique, mais qui à la limite a une connotation véritablement religieuse. Quelle est l'origine de la vie? C'est le problème, c'est un aspect très important de ce que votre directeur de thèse appelle la question des origines. La question des origines en général et en particulier la question de l'origine du monde, la question de l'origine de l'univers, c'est-à-dire littéralement la question que se posent toutes les cosmogonies. Je vais simplement attirer votre attention sur quelques petits détails auxquels vous devriez faire attention. Car si vous avez du souffle, c'est une chose excellente. Mais si vous vous astreigniez à davantage de rigueur dans le détail, ce serait encore mieux. Je commence par la ouverture. Sur la couverture de votre thèse, et j'ai vérifié sur les autres exemplaires, il y a déjà des fautes. Le titre même pense permis et théorie de la pluralité des mondes. État des lieux. Pourquoi mettez-vous S à état? En général, on dresse l'état des lieux. On ne dresse pas les états des lieux. Et vous dites que cette thèse est réalisée par Oulu Cyril sous la direction de Dr Gervais Kissezonan. Autrement dit,
S'agissant du candidat, vous mettez le nom de famille avant le prénom, mais s'agissant du directeur de thèse, vous mettez le prénom avant le nom. Vous écrivez ensuite jury de soutenance, président, professeur Montanguy Paulin. Vous mettez le nom avant le prénom. Rapporteur, docteur Gervais qui sait son nom. Vous mettez le prénom avant le nom. Examinateur, monsieur Connet Thierry, le nom avant le prénom. Monsieur Montour Roger, le nom avant le prénom. Monsieur Akapo Yaobi, le nom avant le prénom. Monsieur Ayena Vincent, le nom avant le prénom. Il faut harmoniser. Je suis seul dans mon nom. Je suis seul dans mon nom. Il a écrit son nom après la boîte de la même façon. Il m'a isolé. Oui, je ne sais pas si je peux répondre, mais ça, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Comment Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Comment Ce n'est pas moi qui a fait la couverture, Vous en êtes responsable. Non, parce que j'ai envoyé à l'université, donc on m'a dit que, je ne sais pas si c'était le monsieur, que c'était à eux de faire la couverture. Mais c'est votre thèse, hein? Vous ne le pouvez pas. Même si c'est une dactylographe semi-lettrée qui vous a fait cette saisie, vous en êtes responsable. Vous ne pouvez pas fuir cette responsabilité. Et puis, vous mettez sous la direction de docteur Gervais qui sait son nom, maître de conférence. Je sais que malheureusement, c'est une habitude de beaucoup d'universités d'Afrique francophone de dire professeur un tel ou une telle pour désigner le professeur titulaire, et puis docteur un tel ou une telle, maître de conférence ou maître assistant. Mais vous avez vécu en France, vous. Est-ce qu'en France, est-ce que dans les universités françaises, on parle comme cela? C'est un anglicisme. Dans les universités du Nigeria, oui, on dit docteur X or Y, hein? Bon. Et en Allemagne, si vous êtes docteur en mathématiques et docteur en sociologie, on dira docteur au loup, tu vois? Mais ce n'est pas français. Alors vous, qui avez fait une partie de vos études en France, vous auriez pu nous aider à corriger un peu les sarabia, enfin ces formes de sarabia qui tendent à se généraliser dans nos universités. J'aurais préféré que vous disiez Monsieur Gervais, qui sait son nom, docteur en philosophie, maître de conférence. Mais évidemment,
quand vous mettez le titre de docteur en français, ça veut dire que la personne est docteur en médecine, mais pas en sciences économiques ou en philosophie. Je parle sous le contrôle de mes et vous avez fait vous, au moins, vous n'avez pas dit Excellence, Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury. Au moins, vous nous avez épargné ça. J'ai fait ma thèse de troisième cycle à l'époque sous la direction d'un certain Paul Ricoeur. Sur la couverture de la thèse, j'ai mis thèse préparée sous la direction de Monsieur Paul Ricoeur. C'était l'habitude. Et si nous pouvions rétablir cette forme de simplicité dans notre langage, ce serait une excellente chose. Et vous qui avez passé, je ne sais pas combien d'années vous avez passé. En plus, quand je venais en France, bon, et vous avez été élève en France, vous avez été étudiant en France, hein? Vous auriez pu nous aider. Mais ce que je voulais aussi remarquer, observer, c'est que il y a un maître de conférence que vous appelez docteur tel, et ensuite, bon, il y a un professeur que vous appelez professeur Montandier, qui aurait préféré que vous l'appeliez Paul Montandier. Et puis, vous mettez Monsieur Collet-Siré, professeur titulaire, Université de Ouaga. On ne crée pas Ouaga sur une thèse, on écrit Ouagadougou. Monsieur Mondoué Roger, maître de conférence parce qu'il était sans doute à l'époque. Donc il y en a un qui est docteur X, maître de conférence. Il y en a un autre qui est Monsieur X, maître de conférence. Il faut donc harmoniser. Je continue. Je tiens quand même à répondre au fait que lorsque la page a été faite, je ne vous ai pas encore donné la parole. Jean-Pierre dédicace à mon cher à un nom de 12 ans, le prénom. Avant le nom. Parce que le prénom, c'est le nom qui vient avant le nom. Sauf pour les besoins du classement alphabétique. On ne dit pas qu'un mot français courant, Hugo, Victor. On dit Victor Hugo. Mais dans une bibliographie, c'est-à-dire dans une liste de livres, vous écrirez Hugo
à mon cher père philosophique, Attignon Cocou Flavien Nestor, là encore, sur la même page de dédicace, vous mettez parfois le prénom avant le nom, et ici vous mettez le nom ou les noms avant le prénom. Et vous écrivez tout en majuscule Attignon Cocou. Est-ce un nom composé? Oui, vous répondez. Au niveau des dédicaces. Par contre, au niveau du président, rapporteur, j'aurais eu la possibilité effectivement de corriger si on m'avait renvoyé la thèse avant de l'imprimer. Donc lorsque ça a été fait, je n'ai même pas pu regarder avant que la thèse ne soit imprimée. Donc je n'ai même pas... À qui la faute? À qui la faute? Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Hein? De l'autre côté, je suis d'accord, mais je passe à la page des remerciements. Une action, petite ou grande, de sa part, c'est aussi une manière parmi tant d'autres. On ne dira pas une manière parmi tant d'autres. Il suffit de dire une manière parmi d'autres. Mais je continue. C'est une manière parmi tant d'autres de prouver que l'on est un être social. C'est du verbiage inutile et ça occupe 6 lignes. C'est vraiment du blablabla. Dites tout de suite, je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde reconnaissance à une telle, etc. Et puis, à la fin du deuxième paragraphe, je remercie profondément mon directeur de thèse, cher qui sait non. J'avais cru comprendre que cher Kiss était l'abréviation de Gervais qui sait non. Et que c'était une appellation familière, réservée aux intimes. Mais vous nous balancez ça dans une thèse. C'est indécent. Hein? Bon, résumé à la page 5, deuxième paragraphe, dernière ligne. Dans cette thèse, nous ne discutons pas. Vous direz, c'est l'opératrice de saisie qui est une semi-lettrée. Mais c'est votre thèse. Nous ne discutons pas. Au lieu de nous ne discutons pas. Vous pouvez me rappeler la page, s'il vous plaît? Page 5. La dernière ligne du deuxième paragraphe. Du deuxième alinéa.